Bonjour à tous. Je suis très contente d'accueillir Bruce Bégou pour inaugurer le cycle de conférences qui vont se dérouler au sein de l'école. Vous en aurez aussi qui seront en visio, en partenariat avec les Beaux-Arts de Paris. Je suis très heureuse d'inviter Bruce Bégou qui, j'ai envie de dire, embrasse, voire embrase le concept d'ambiance de façon très originale et de deux manières. Alors d'une part en tant qu'écrivain, essayiste, romancier, Bruce, vous me reprendrez si je dis des bêtises, voilà, qui explore des lieux dans lesquels il se passe à la fois rien et beaucoup de choses beaucoup de choses en même temps, par exemple des aéroports, des parkings, des instituts médico-légaux, voilà, des lieux qui peuvent sembler qu'on pourrait associer peut-être aux ténèbres et à une certaine noirceur, mais aussi à peut-être voilà, des atmosphères, en tout cas des ambiances tout à fait particulières. Et puis, vous explorez cette notion, et puis surtout, j'ai envie de dire, en tant que philosophe, puisque vous êtes professeur de philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes phénoménologue, peut-être qu'on reviendra sur cette affaire, mais vous dépassez aussi certains postulats de la phénoménologie. Et vous êtes auteur d'un ouvrage qui a été largement salué l'année dernière, notamment par les rencontres philosophiques de Monaco, puisque vous faisiez partie des finalistes. Alors cet ouvrage, on l'a à la bibliothèque, il s'appelle Le concept d'ambiance. C'est un ouvrage passionnant qui donne des outils théoriques qui sont vraiment fort utiles quand justement on essaye de comprendre ou de voir ce que ce concept d'ambiance recoupe. Et dans cet ouvrage aussi, vous avez un positionnement intellectuel particulièrement intéressant, puisque vous allez même jusqu'à parler d'une ontologie des ambiances. Alors ça ne veut pas dire que les ambiances ne peuvent pas être fabriquées, hein, c'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui, en vous déplaçant aussi du côté de l'esthétique, hein, peut-être au sens étymologique du terme, et en partant d'une figure importante pour nous sur la Côte d'Azur, qui est Yves Klein, et nous montrant comment avec ce personnage magnifique, on peut penser l'immersion, hein, qui est un concept qu'on retrouve aujourd'hui dans les arts, bien évidemment, mais pas seulement. La conférence va durer 1 heure et demie, je pense, et puis après, on pourra poursuivre le débat avec les étudiants qui ne seront pas en cours. Moi, j'ai plein de questions à poser. Bien sûr, l'ambiance, l'atmosphère, quand on est un plasticien, et qui plus est un plasticien scénographe, c'est quelque chose qui nous interpelle, qu'on peut penser de façon réductrice, mais je crois aussi de façon politique, artistique, esthétique. Voilà, tout ça, on va en débattre. Merci beaucoup, Bruce, d'être parmi nous. Et ben voilà, je vous cède la parole. Merci. Merci Ondine. Merci à vous pour votre écoute présente et future. Et merci bien évidemment au Pavillon Bozio et à l'école pour son invitation à parler effectivement d'une thématique dans l'air du temps, pour utiliser un terme assez proche du terme d'ambiance, qui effectivement, depuis une trentaine d'années, on voit les termes d'ambiance, d'atmosphère, de climat affectif, qui existaient bien évidemment avant, mais prendre une place de plus en plus grande dans la manière dont nos contemporains décrivent leur expérience, décrivent leur environnement, de sorte que, surtout en Allemagne au départ et en Italie, a émergé des penseurs, des atmosphères, des ambiances qui viennent à la fois de l'esthétique, de l'architecture, de la sociologie, de l'anthropologie. Il y a des travaux comme ça où des anthropologues parlent de l'ambiance comme un facteur important pour étudier même les sociétés. Je me rappelle d'une émission à France Culture où c'était un anthropologue qui s'intéressait à la ville du Caire en Égypte. Et donc il avait fait des enregistrements des rues. Et
lors de cette émission, en fait, l'animateur lui avait soumis une sorte de blind test, et donc il lui avait passé des enregistrements de rues du Caire, et pour lui demander où c'était. Et en fait, je crois qu'il avait à peu près 9 fois sur 10, il répondait juste, c'est-à-dire juste en entendant le bruit de la rue, la densité de la circulation, les voies, etc., il arrivait à retrouver le lieu, c'est-à-dire en partant de l'atmosphère sonore, il arrivait à retrouver le lieu. Donc ce terme d'ambiance, effectivement, et les termes associés, a pris une importance théorique, est devenu un nouveau concept opératoire, au fond, pour comprendre nos expériences. Tonino Grifero, qui est un philosophe italien, a même parlé d'un tournant atmosphérique dans les sciences humaines, en disant, au fond, qu'on était passé... Bon, vous savez, les sciences humaines sont souvent articulées autour, comme ça, de paradigmes, au moment structuraliste. Après, nous avons eu des philosophies ou des pensées de la pulsion, du désir, plutôt dans les années 70. Ensuite, les pensées de la déconstruction. Enfin, à chaque fois, bon, il y a des... Et là, on serait un peu dans le moment atmosphérique, en fait, des sciences humaines. Mais c'est vrai que l'on voit, voilà, je l'ai dit, la sociologie, l'anthropologie, la psychopathologie, etc., mobiliser ce concept d'ambiance, d'atmosphère. Et on voit d'ailleurs ce concept mobilisé en dehors même, je dirais, de la sphère intellectuelle, comme un concept que les gens utilisent pour décrire leurs expériences, que ce soit leur expérience, bien évidemment, personnelle, mais surtout leur expérience liée à un environnement particulier. Alors, mon but, c'est pas, bien évidemment, de parler de l'ambiance en général, mais de m'intéresser à sa remobilisation, en fait, dans les approches esthétiques des lieux, et notamment dans les dispositifs immersifs ou d'installation. Et je vais prendre comme exemple un peu, je dirais, une sorte d'archéologie de la théorie de l'immersion et de l'installation, qui est Yves Klein, qui, bien évidemment, dès les années 50, a anticipé, me semble-t-il, ce tournant atmosphérique des dispositifs artistiques pour concevoir lui-même, au fond, il a dilué l'œuvre dans l'atmosphère. On va voir que l'air, l'atmosphère, le vide joue un grand rôle chez lui, même l'immersion comme telle, le fait de se plonger dedans, joue un grand rôle dans ses travaux. Mais avant d'en venir à Yves Klein, je voudrais quand même d'abord rappeler un peu juste un éclaircissement sur ce que j'entends par ambiance, ensuite un éclaircissement sur la notion d'immersion, et ensuite j'en viendrai dans un troisième temps à Klein, qui, me semble-t-il, est une figure centrale pour comprendre comment, au fond, on peut remobiliser ces concepts d'ambiance et d'immersion pour comprendre l'expérience de la création et l'expérience aussi de la réception des œuvres. Parce que chez Klein, d'ailleurs, l'ambiance n'est pas que l'ambiance créée vis-à-vis du spectateur, c'est l'artiste lui-même qui, en fait, se plonge déjà dans une certaine ambiance comme processus créatif qu'il restitue par différents biais. Parfois même, Klein, on pourrait dire, est un des premiers à inventer la performance. Ce concept de performance ensuite a été, je dirais, établi par Capro, etc. Mais d'ailleurs, je crois que c'est l'agrégation d'art plastique. Le thème est l'art et la vie là, cette année. Donc c'est le titre d'un ouvrage célèbre d'Alan Capro, enfin d'un recueil d'articles. Mais bien évidemment, cette notion de performance, on pourrait remonter presque au 19e siècle avec les arts incohérents, etc. Où il y a déjà, au fond, des interventions comme ça. Mais la performance est conçue par Klein comme déjà une ambiance, au fond, déjà une immersion dans un fait, un événement, une pratique, dans un environnement qui doit absorber, au fond, à la fois celui qui fait la performance, mais aussi les spectateurs qui font la performance. Parce que, bien évidemment, dans la performance, il n'y a plus de séparation entre celui qui fait et celui qui voit. La performance n'existe que par le lieu et le public qui lui-même est un participant. Et d'ailleurs, ce tournant atmosphérique, ce tournant immersif des arts est aussi un tournant participatif. Enfin, le concept de participation est un concept clé parce que, bien évidemment, on va le voir, au fond, ce que cette esthétique dénonce, c'est une esthétique de la séparation, c'est une esthétique du spectacle. C'est-à-dire, c'est une esthétique où, au fond, il y aurait d'un côté des œuvres, des artistes, des dispositifs, et de l'autre,
des récepteurs. Hein. Alors bien évidemment, dans la notion d'ambiance, d'atmosphère ou d'immersion, les deux cessent. On passerait d'un modèle du devant, hein, on est face à quelque chose, à un modèle du dedans, où on est plongé dans tous, au fond, à la même enseigne, et il y aurait une forme de... il n'y aurait plus, voilà, au fond, ce dispositif spectaculaire. Par spectacle, on entendrait, comme le terme d'ailleurs le dit dans son étymologie grecque et indo-européenne, une coupure. Spec, c'est la racine indo-européenne, c'est la coupure, la scission, si l'on veut. Et bien évidemment, dans le spectacle, il y a une coupure. Or, me semble-t-il, ce tournant atmosphérique est un tournant qui va vers une conception participative du rapport des individus à des moments esthétiques. Hein. C'est pour ça que Bohm, dont je vais parler, parle d'une esthétique élargie. C'est une esthétique qui va au-delà des œuvres et de ceux qui font les œuvres, de ceux qui les reçoivent, pour concevoir l'expérience esthétique comme une expérience immersive. Alors, voilà un peu, je dirais, l'axe de mon intervention. Mais avant, je voudrais quand même un peu préciser ce qu'il faut entendre par ambiance, parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé, avec des termes proches comme ceux de climat, d'atmosphère. Je dirais que je vais partir un peu de la manière dont l'opinion courante comprend le terme d'ambiance. J'essaie de montrer que cette manière est délicate et peut-être un peu problématique. Habituellement, ce que l'on entend par ambiance, ce serait la conjugaison, l'alliance spontanée entre un environnement et des humeurs, hein, des sentiments en nous. Et on nommerait ambiance, au fond, cette expérience où il y aurait une interaction, ou d'ailleurs, il faudrait mieux dire une interpassion, hein, parce qu'on n'est pas tellement agissant dans l'ambiance, une interpassion entre un environnement qui présente certaines qualités expressives et notre affectivité ou notre sensibilité. Et le résultat des deux, ce serait l'ambiance. Donc, je dirais que la manière courante de comprendre l'ambiance, c'est de comprendre l'ambiance comme une synthèse entre, d'un côté, des éléments objectifs, donc un lieu, des lumières, des odeurs, différentes qualités sensibles, mais qui appartiennent à l'extériorité. Et puis, cette synthèse donc, entre des éléments objectifs et des éléments subjectifs, c'est-à-dire des humeurs, des sentiments, comment on se sent. Hein, ce que Heidegger appelle Befindlichkeit, quoi, comment on se trouve. Hein, quand on dit le matin, bon, comment ça va hein, à quelqu'un, voilà, on lui demande comment il se sent actuellement. Et donc, l'ambiance voilà, serait le résultat de cette fusion entre un environnement et nos humeurs. De sorte que, bien évidemment, il y aurait toujours des ambiances, parce qu'il y a toujours des environnements avec certaines qualités, et on est toujours traversé par certaines humeurs positives ou négatives. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiance, il faudrait qu'on ait un environnement absolument neutre, c'est-à-dire un environnement aqualitatif, sans qualité, avec un individu absolument indifférent. Ça serait un peu délicat. Même l'ennui, au fond, est une ambiance. Et d'ailleurs, on a des représentations atmosphériques de l'ennui dans la littérature, hein, chez Moravia, chez Beckett, etc., ou même au cinéma. Hein. Certains films de Wenders, d'Antonioni vont être l'expression de l'ennui contemporain. C'est bien une ambiance, vous voyez. Donc même si on imaginait un environnement absolument neutre, alors ça serait quoi un environnement absolument neutre ? Ce serait étrange comme terme, mais il faudrait dire un environnement sans qualité. Mais enfin, quand vous dites un environnement sans qualité, ce serait quoi, des murs nus, il y aurait pas... Déjà ça crée une certaine ambiance. Alors, vous connaissez tous les problématiques autour du white cube, etc. C'est déjà une ambiance. Enfin, même la neutralité est déjà une ambiance. Enfin, un hôpital, il y a des murs blancs, c'est déjà une ambiance. C'est pas neutre. Oui, donc je ne sais pas s'il y a de neutralité du point de vue des affects. Enfin, est-ce qu'il y a un affect neutre, c'est-à-dire une absence d'affect? Ouais. Alors d'un côté, c'est difficile de penser à un environnement sans qualité, et de l'autre côté, c'est difficile de penser à des individus sans affect. Donc de sorte qu'on serait toujours, au fond, traversé par des ambiances. Alors moi, mon idée, c'est que ce modèle-là, ce modèle synthétique, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Au fond, c'est une manière habituelle, conventionnelle,
de penser les ambiances, mais c'est une manière paresseuse. Et c'est une manière qui, au fond, bon, je le montre dans le livre, remonte à très très longtemps, sans doute à Platon, hein, qui au fond essaie de penser l'expérience fondée sur la séparation entre des éléments et regroupement d'éléments. Hein. Au fond, notre expérience, on est dans un flux d'expériences continu, et notre manière de comprendre ce flux d'expérience, c'est de dire bon, on va diviser ça entre des éléments, d'un côté des éléments objectifs, de l'autre des éléments subjectifs, et puis ensuite on rassemble les deux. Un peu, ce serait une conception anatomique. On veut savoir ce qu'est la vie, on décompose la vie dans un corps mort, et puis ensuite on se demande comment, en ayant tout décomposé, comment ça revit. Et bon, à part être le docteur Frankenstein, ça marche assez rarement. Donc mon idée, c'est plutôt que de penser l'expérience en la décomposant en éléments, en essayant de la recomposer, plutôt d'essayer de penser l'expérience dans son caractère vif, dans sa continuité, dans sa fluidité, dans sa densité vécue. Et donc mon idée, c'était de penser les ambiances comme elles se donnent, et non pas à partir de ce modèle dualiste et synthétique. Ce que dans le livre, j'appelle jectif et jonctif, c'est-à-dire jectif où on jette d'un côté, par exemple, l'idée que l'ambiance serait une projection, donc on projetterait dans l'environnement nos propres affects, ou l'idée que l'ambiance serait une introjection, c'est-à-dire on recevrait de l'environnement des affects. Et donc vous voyez que ce modèle jectif, c'est un modèle du jet, soit habituellement on pense l'ambiance, soit bon, d'un côté on a un environnement, de l'autre côté on a des sujets, soit c'est les sujets qui projettent dans l'environnement leurs propres affects, soit c'est des sujets qui reçoivent de leur environnement des qualités expressives qui créent leurs affects. Ce modèle dualiste jectif, du trajet, dans un sens ou dans l'autre, je crois que ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on vit une ambiance, on ne vit pas un trajet, on ne vit pas une projection, on ne vit pas une introjection. On ne vit pas le fait que l'environnement nous envoie des ondes et puis on reçoit ces ondes, ou c'est nous qui projetons sur cet environnement. Donc je crois que le paradigme explicatif traditionnel, ce paradigme au fond du trajet dans un sens ou dans un autre, il est sans doute très pratique, il semble immédiatement intelligible, mais au fond, je ne vais pas en parler longuement, mais au fond, quand on essaie de le creuser, que de l'analyser philosophiquement, à mon sens, il ne va pas. Donc pour moi, au fond, l'ambiance, comme son terme l'indique, puisque bon, la racine, là c'est amb, c'est du latin, donc en latin c'est ambiens, mais c'est la traduction du grec amphi, amphithéâtre, etc. Et en fait c'est une racine indo-européenne, amb ou amp, qui veut dire des deux côtés, comme ambidextre, quelqu'un qui peut utiliser sa main droite, sa main gauche, et c'est-à-dire des deux côtés, c'est-à-dire ce qui m'entoure, ce qui m'environne, des deux côtés. Donc l'ambiance, au fond, c'est d'emblée une dimension spatiale de ce qui m'enveloppe. Mais ce n'est pas simplement ce qui m'enveloppe, c'est aussi ce qui me pénètre. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai essentiellement développé ces deux grandes qualités de l'ambiance, l'enveloppement et la pénétration, parce que ce sont, me semble-t-il, les deux dimensions expérientielles fondamentales de l'ambiance. Ce qui fait qu'il n'y a plus de dedans et de dehors, puisqu'on ne peut plus séparer, au fond, ce qui serait des éléments objectifs des éléments subjectifs, et peu importe. Ce que l'on vit n'est ni objectif ni subjectif. Quand on vit une ambiance, et d'ailleurs on en vit tout le temps, même là, au fond, il y en a une certaine, peut-être de sérieux, d'écoute attentive, etc. Ou peut-être ça va dériver vers une ambiance ennuyeuse dans quelques minutes, mais enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est pas en moi, c'est pas en dehors de moi, c'est une unité d'expérience. Et beaucoup d'ailleurs, enfin, petite digression, beaucoup de penseurs ont essayé de penser cette unité d'expérience. Vous avez des gens comme William James, le philosophe américain, qui au début du XIXe siècle, il disait voilà, l'expérience, c'est stuff. Stuff, c'est-à-dire, bon, c'est pas simplement quelque chose au sens d'une chose, mais c'est l'étoffe. C'est une sorte d'étoffe, l'expérience. Et il dit, comme on n'arrive pas à comprendre cette unité, cette fluidité, cette continuité, on va la découper, puis d'un côté, on dit, voilà, il y a des éléments objectifs, de l'autre côté, il y a des éléments subjectifs. Vous avez un autre penseur, Whitehead,
qui aussi essaie de penser cette unité de l'expérience. Bergson, par exemple, à travers l'idée de durée, mais vous voyez, il y a eu des penseurs qui ont essayé de comprendre l'expérience à partir de l'expérience elle-même comme continuité, comme fluidité, comme unité, comme un continuum. Et bien évidemment, notre pensée est une pensée de la décomposition, une pensée de l'analyse. L'analyse, ça veut dire décomposer, une pensée anatomique. Parce que comprendre, pour nous, c'est trouver des éléments fondamentaux et instaurer des relations. Pour nous, comprendre, quand vous voulez comprendre quelque chose, vous êtes face à un problème, face à une situation, etc. Et donc, vous décomposez ça en éléments et ensuite, vous essayez de comprendre les relations entre ces éléments. Alors, ce modèle-là marche très bien, sauf qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il ne peut pas s'appliquer, notamment peut-être le temps, chez Bergson, comme fluidité continue, et peut-être l'ambiance elle-même. D'ailleurs, un des premiers penseurs de l'ambiance, Minkowski, qui était un psychologue, philosophe dans les années 20-30, d'ailleurs, c'est le premier sans doute qui utilise le concept d'ambiance de manière, je dirais, théorique. Il le fait parce qu'il est bergsonien. Il parle d'abord de l'ambiance dans un sens temporel. C'est ce flux d'expériences continues, etc. Vous voyez, au fond, penser l'ambiance, c'est penser la continuité, et éviter d'appliquer d'emblée à cette expérience continue, fluide, une stuff, quoi, voilà, une étoffe, une sorte d'unité comme ça, qu'il ne faut pas d'abord découper, parce que l'image de James, voilà, nous, cette étoffe, on a des ciseaux, et puis on veut découper des motifs, c'est-à-dire, voilà, ça c'est ceci, ça c'est cela, décomposer, etc. Non, il faut essayer de comprendre l'expérience à partir de l'expérience elle-même. Et donc l'ambiance, ce serait au fond cette unité d'expérience qui, bien évidemment, quand on la décompose, implique des individus et des lieux. Et pas que des lieux, d'ailleurs, aussi l'élément temporel, important, mais bon, je n'aurai peut-être pas le temps de dire. Deuxième point très rapide, il me semble que cette ambiance, donc, on peut tout de même en dégager deux types. Ce que j'appellerais des ambiances médiales et radiales. Voilà, vous allez voir derrière ces termes un peu, pas barbares, mais presque. Médial et radial. Médial au sens du médium, c'est-à-dire du milieu, et radial au sens d'un rayonnement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des ambiances, me semble-t-il, qui sont vécues comme flottant autour de nous, mais que l'on ne peut pas renvoyer à un élément particulier. Et donc, elles appartiennent au milieu, elles sont médiales. Par contre, il y a des ambiances qui, dans la manière même dont elles sont vécues, renvoient à un point source. Elles rayonnent d'un objet, d'une personne, d'un lieu, etc. Et ça, je les appellerais plutôt radiales. Alors, d'une personne, par exemple, au sens où une personne peut dégager une certaine atmosphère, qui va modifier d'ailleurs l'atmosphère du lieu dans lequel elle se trouve, ce qu'on pourrait appeler aura. Bon, j'ai écrit un article dans la revue Communication sur aura et ambiance, penser l'ambiance comme émanation, mais ce n'est pas simplement une personne, ça peut être un objet. Par exemple, un objet d'art. Pensez à ce que dit Walter Benjamin sur l'aura des œuvres et la perte de l'aura dans les œuvres modernes à cause de la reproductibilité technique, etc. Il pense l'aura comme émanation, vibration dans l'air, dit-il. Enfin, il y a différentes... Benjamin est rarement un penseur très, je dirais, articulé. Donc ce concept d'aura est vaste, complexe. Visiblement, l'origine du concept d'aura, c'est d'abord des expériences de drogue, de prise de hashish, d'ailleurs pas très loin d'ici, à Marseille. Et ensuite, il développe ce concept d'aura dans différents champs, notamment l'analyse de l'œuvre d'art, dans son petit texte sur la petite histoire de la photographie. Mais il pense l'aura comme une émanation venant d'abord d'une œuvre. Une œuvre d'art, au fond, créerait une certaine ambiance. Et bien évidemment que si on installait ici, je ne sais pas, un Giorgione tout d'un coup, ou un tableau du Titien, bon, sans doute que l'ambiance du lieu serait modifiée. Et donc, par radial, j'entendrais au fond une ambiance dont on peut pas trouver après coup par analyse, mais dont on sent immédiatement qu'elle se dégage d'une source identifiable. Et cette source peut être un objet,
hein. Pensons même au-delà même des œuvres d'art, à certains objets qui sont pour nous porteurs d'atmosphère, des objets liés peut-être à un passé, à une histoire personnelle, familiale ou autre, hein, ou même à certains... Alors, il y a un auteur qui mobilise continuellement ces ambiances radiales, c'est Proust. Alors, bien évidemment, l'exemple de la Madeleine est le plus célèbre, mais il y en a bien d'autres, hein, les aubépines, les clochers des églises, les pavés de la cour des Guermantes, certains lieux dans Venise, etc. Enfin, la radiation atmosphérique est continuelle chez Proust et il essaie de décrire ces moments d'émanation venant d'un objet ou même venant d'une personne, hein, Albertine par exemple. Elle a une certaine aura négative hein, quand il commence à... Dans son délire de jalousie, quand il commence à imaginer tout ce qu'elle fait ou ne fait pas, en tout cas tout ce qu'elle ne fait pas avec lui et tout ce qu'elle fait avec les autres. Et donc là, je parlerai plutôt de radial. Vous voyez, quand on sent que l'atmosphère que l'on vit provient d'une individualité, humaine ou non humaine. Œuvre, objet. Même, vous avez un très beau texte, parce que je suis en école d'art, de Roger Caillois sur les pierres, par exemple. La manière dont il étudie des pierres, alors c'est pas simplement au sens des belles pierres, hein, des joyaux, etc., mais ce qu'il voit dans la pierre, dans une pierre, c'est aussi cette capacité, même dans cet objet inerte, hein, qui n'est pas une œuvre d'art, qui est un objet de la nature, et même pas forcément des belles pierres, hein, il ne s'agit pas encore une fois d'aller, ou des pierres précieuses. Hein. Non, mais il voit dans ces objets une certaine irradiation, hein, sans aller, bien évidemment, dans les explications de magnétisme ou autre, hein, mais même dans l'expérience esthétique au sens large, quoi. Donc il y a quelque chose. Alors là, vous voyez, dans ce cas-là, je parlerai de radial. Hein. Donc là, ça sort d'une individualité. Alors j'en viens maintenant, après ces petites précisions autour de la notion d'ambiance, à la question de l'immersion. Hein. Et un peu plus aux dispositifs esthétiques, artistiques qui mobilisent cette immersion. Ils ne sont pas les seuls, hein, puisque, je dirais, c'est un terme qui a comme le terme d'ambiance, qui a, je dirais, une certaine... qui renvoie à une certaine mode hein, contemporaine. Depuis les années 90, je dirais, notamment en lien avec le développement des nouvelles technologies, hein, des technologies de réalité virtuelle, on parle souvent d'immersion pour décrire le rapport de l'usager avec ce nouveau monde hein, de techniques, de reproduction, d'illusion, de participation à des mondes virtuels. Il y aurait immersion lorsque l'usager de ces dispositifs techniques, par exemple un jeu vidéo ou un dispositif de GPS, par exemple, ou autre, hein, il y aurait immersion lorsque l'usager aurait l'impression de ne plus appartenir au monde physique dans lequel il est, mais d'être plongé dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle réalité représentée devant lui ou autour de lui. Il serait dans le jeu hein, ou dans le monde virtuel, et donc détaché de la place et du moment réel qui est celui de son corps physique, pour plonger, au fond, dans un espace-temps autre. Pris dans ce dispositif immersif, souvent tridimensionnel, bon, notamment dans la scénographie, dans la muséographie, hein, ce qu'on appelle par exemple les period rooms, hein, les salles liées à une période de l'histoire. Hein, dans n'importe quel petit musée, même écomusée, vous avez toujours des reconstitutions comme ça d'une période qui est censée vous replonger dans alors donc tout d'un coup vous devenez un paysan cévenol, et puis ensuite vous visitez une villa de Palladio au nord de Padoue, et là donc vous imaginez être un aristocrate italien du XVIe siècle. Ça, je ne sais pas si vraiment l'efficacité est réelle, mais enfin en tout cas c'est présenté à chaque fois comme le fait que vous quittez votre espace-temps physique et vous participez à
un moment qui est censé appartenir à un autre temps et à un autre lieu. Et donc, dans ce dispositif, le spectateur, ou n'est plus spectateur, hein, mais il est un participant, il a l'impression d'interagir ou subir aussi, hein, toujours interaction, interpation, avec ce nouvel environnement, de le sentir, bien évidemment, et de pouvoir s'y déplacer. Parce que, bien évidemment, la motricité est importante dans les dispositifs immersifs. Il ne s'agit pas simplement de sentir, il s'agit aussi, pour dire, le summum de l'immersion, c'est la motricité, c'est-à-dire de pouvoir se déplacer dans ce nouvel environnement. Alors, vous pouvez... L'exemple typique, c'est les casques de réalité virtuelle, hein, où vous vous déplacez dans un monde autre. Je me rappelle comme ça d'une expérience, c'était un bureau de voyage virtuel, et donc vous mettiez un casque, et au même moment, donc j'avais fait l'expérience, donc c'était pour une biennale d'art contemporain, et donc il y avait des personnes qui étaient à Istanbul au même moment, et donc vous mettiez ce casque, et la personne se promenait dans les rues d'Istanbul, et vous étiez... à plus de 2000 km, et en fait, vous voyez ce que cette personne voyait dans les rues d'Istanbul. Alors vous n'étiez pas du tout à Istanbul. Alors cette immersion technologique, elle a bien sûr des buts qui ne sont pas d'abord et nécessairement esthétiques. Ça peut être des buts pratiques. Par exemple, songeons à la formation d'un pilote de ligne, ou à une formation militaire ou autre, hein, ou comme des buts purement désintéressés, hein, dans le plaisir de vivre un environnement autre, différent, lors d'une exposition, d'une installation. Très souvent, on considère que l'immersion est réussie lorsque l'univers factice est reproduit fidèlement et de manière réaliste. Et donc, plus vous seriez immergé dans un univers réaliste, plus le sentiment de participation serait grand. Et l'on voit, par exemple, dans l'histoire des jeux vidéo, comment, au fond, on va vers une plus grande illusion, hein, de la restitution de la réalité, hein, dans la précision des environnements, au fond... et d'ailleurs, ça pose de nombreux problèmes qui vont apparaître et qui vont sans doute être de plus en plus grandissants, c'est-à-dire le problème du faux, hein, même de fausses vidéos, etc. Déjà, bon, le pouvoir russe a utilisé où des opposants politiques sont piégés par des fausses vidéos où on les voit, je ne sais pas moi, dans des situations compromettantes, hein, avec leur visage, etc., alors que ce n'est absolument pas eux, mais ils ont recréé une réalité tellement réaliste, hein, qu'au fond, on pense que c'est une captation vidéo d'un moment, alors que c'est une reproduction. Donc, mais, bien évidemment, les réalités virtuelles vont très loin dans ce réalisme visuel, tactique, olfactif ou autre. Et donc, très souvent, on pense que, au fond, plus l'illusion de l'univers recréé est parfaite, plus l'immersion est facilitée. En fait, les théoriciens de l'immersion, notamment de l'immersion virtuelle, considèrent que ce n'est pas toujours le cas. L'exemple le plus simple donné, c'est l'exemple d'un enfant qui peut jouer avec un bout de bois, qui va être pour lui, je ne sais pas, moi, l'épée d'un chevalier. Il va pouvoir être pendant deux heures totalement immergé dans son monde imaginaire, alors que, au fond, la qualité, je dirais, mimétique de son bout de bois est quasi nulle. Donc l'immersion n'est pas nécessairement liée à, au fond, l'illusion parfaite de l'univers immersif. Vous voyez, c'est une question de vraisemblance. Or, la vraisemblance peut tenir, bien évidemment, des éléments objectifs, mais la vraisemblance tient aussi à un grand élément qui est la volonté d'y croire. La volonté d'y croire. C'est-à-dire la participation de ce que bon, les phénoménologues appellent la doxa, c'est-à-dire la croyance. Pas au sens de l'opinion, mais de la croyance. Au fond, nous croyons ce qui nous entoure. Nous avons une adhésion spontanée à ce qui nous entoure, ce que Husserl appelait l'attitude naturelle. Alors, on croit spontanément que ce qui nous entoure est vrai. Et bien évidemment, dans les univers immersifs,
le but de l'univers immersif, c'est de créer cette doxa. C'est le summum, on pourrait dire, de l'immersion. C'est dans la participation doxique, c'est-à-dire dans la croyance, quand j'y crois. La fiction, c'est ça. La fiction, c'est créer quelque chose, d'ailleurs plastiquement ou par l'écrit, créer quelque chose qui obtienne cette participation doxique. C'est-à-dire que la personne va y croire. Vous connaissez cette célèbre définition de la fiction par Coleridge, le poète anglais. Il dit c'est a willing suspension of misbelief, c'est-à-dire une suspension volontaire de l'incrédulité. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis face à une œuvre de fiction, je suspends volontairement, c'est-à-dire je me mets dans un état où je suspends quoi? Je suspends l'incrédulité, c'est-à-dire je suspends les raisons de ne pas y croire. C'est-à-dire en fait, j'y crois. Mais pour y croire, il faut que je refuse de ne pas y croire. Donc je me mets dans un état de participation, de crédulité. En fait, je crée une crédulité factice. Donc ce n'est pas la crédulité naturelle, ce n'est pas la naïveté. Mais je fais comme si j'étais naïf. D'ailleurs, je vais au cinéma, je vais voir Dune, etc. Et puis tout d'un coup, je fais comme si j'assistais à... ça se passe quoi, en 2900 et quelques, ou je ne sais plus. Et donc je crée les conditions de l'incrédulité. L'immersion, c'est ça, en fait. L'immersion ne tient pas tant à la qualité mimétique de l'environnement reproduit, elle tient surtout à sa capacité de susciter cette croyance, c'est-à-dire cette incrédulité volontaire. Alors, me semble-t-il, on peut distinguer... alors, il y a d'autres aspects, l'immersion théâtrale, même dans le jeu. Vous connaissez tous... Au fond, vous avez entendu parler des méthodes Stanislavski, Actor Studio, etc. Ce sont des méthodes qui visent à créer l'immersion, pas simplement pour le spectateur, mais déjà pour le comédien. C'est-à-dire avec l'idée que le comédien ne peut bien jouer son rôle que s'il s'immerge totalement dans son personnage. Vous savez tous, dans l'Actor Studio américain, qu'il y avait des dispositifs comme ça, où, alors, pour jouer un gangster, ou pour jouer ceci ou cela, ou un boxeur, il fallait nécessairement... vivre les 6 mois avant le tournage dans le milieu des boxeurs ou des gangsters, ou s'immerger totalement. Bien évidemment, je dirais à cette tradition-là s'oppose la tradition, on pourrait dire, française, si l'on veut, du paradoxe du comédien de Diderot, ou même de la méthode de Jouvet, qui est de dire, un bon comédien, il peut tout jouer sans s'immerger, sans devenir totalement un gangster. Parce que dans ce cas-là, si pour jouer un gangster, il faut s'immerger dans le rôle de gangster, autant prendre un vrai gangster et plutôt prendre des comédiens amateurs, où là, on aura plutôt que des comédiens amateurs. Mais vous voyez que même cette idée d'immersion va jusque dans l'immersion théâtrale, la préparation d'un rôle, etc., où on retrouve d'ailleurs encore de nos jours ces recommandations de tel ou tel réalisateur qui demande au comédien ou le comédienne, quelques mois avant le tournage, de faire ci, de faire cela, comme s'il devait s'immerger dans le rôle, c'est-à-dire vivre l'expérience des personnages qu'il va reproduire pour restituer cette expérience à l'écran ou sur la scène. Alors, me semble-t-il, moi je distinguerais 3 types d'immersion. Ce que j'appelle une immersion participative des individus, mais dans une réalité non reproduite, c'est-à-dire non factice. C'est par exemple, songeons à l'immersion linguistique. Quand vous apprenez une langue, la manière la plus simple, c'est d'aller dans le pays où cette langue est parlée, et vous allez voir que, très rapidement, vous allez sans doute avoir plus de facilité, ou en tout cas, et d'ailleurs souvent, même quand on apprend une langue, on bannit, par exemple, si vous apprenez l'anglais, on bannit le français, puis dès le cours, on parle qu'en anglais, etc., pour s'immerger dans la sonorité, etc. Donc il peut y avoir immersion linguistique. Il peut y avoir, par exemple, immersion journalistique. C'est-à-dire, le journaliste, pour écrire son papier, va
s'immerger dans un lieu, un moment, il va rester complètement comme ça dans ce milieu pour bien comprendre. C'est un peu ce que les journalistes appellent la loi du 3 jours ou 3 ans, quoi. Soit vous restez 3 jours, soit vous restez 3 ans en fait, pour écrire votre papier. Alors, la plupart du temps, il reste 3 jours. J'ai même l'impression que certains, il restent même que 3 heures. Mais en tout cas, bon, il y a un peu cette idée d'immersion journalistique. En fait, certains, d'ailleurs, restent 3 ans. Songez, par exemple, au travail de Florence Aubenas, hein, tous ces récits, tous ces travaux journalistiques sont des travaux d'immersion totale. Hein. Le quai de Ouistreham, elle a fait des très, très beaux papiers dernièrement sur les gilets jaunes, sur le confinement, etc. Là, c'est vraiment un travail d'immersion journalistique, hein, où au fond, il ne s'agit pas simplement d'interviewer 3-4 personnes, d'avoir 3 ou 4 anecdotes, d'écrire son papier à la va-vite et de dire voilà ce qui s'est passé. La plupart du temps, d'ailleurs, personne ne retrouve l'événement tel qu'il a été reproduit. Et puis, songeons aussi à l'immersion anthropologique, hein, c'est-à-dire l'anthropologue qui va étudier une société, une tribu, etc., et qui s'immerge, bien évidemment, hein, sous la forme d'observations participantes, etc. De nombreux anthropologues qui ont développé, qui ont écrit sur cette méthode, hein, de l'immersion. Hein. D'ailleurs, avec, là aussi, du point de vue des limites à l'immersion, parce que beaucoup d'anthropologues, si vous lisez par exemple le journal de Malinowski, hein, qui était un anthropologue polonais en Océanie, bon, il se plaint très souvent qu'il n'y a pas d'immersion possible. C'est-à-dire qu'il y a toujours une séparation, hein, et l'impossibilité de participer totalement je sais pas, aux cérémonies religieuses, à la conception mythique du cosmos, etc. Mais en tout cas, là, on a des types d'immersion où il ne s'agit pas de reproduire une autre réalité. Il y a une seule réalité et on doit s'immerger dans cette réalité. Donc il n'y a pas une réalité qui est reproduite facticement dans un musée, dans une installation. Vous pouvez avoir des immersions, je dirais, non entièrement participatives, donc c'est la deuxième que je distinguerai, des immersions non entièrement participatives dans une réalité fictive. La lecture, hein, ou la participation théâtrale et cinématographique. Non entièrement participative, parce que bien évidemment, même si vous suspendez volontairement votre incroyance, vous savez que c'est faux. Vous savez que vous êtes là, dans la salle de cinéma, dans le théâtre, etc. Et c'est parce que d'ailleurs, vous savez que vous êtes là, que vous pouvez participer. D'ailleurs, c'est un peu le paradoxe de l'immersion théâtrale ou de l'immersion cinématographique. C'est parce que vous savez que vous n'êtes pas dans ce qui est reproduit que vous pouvez participer affectivement. En tout cas, esthétiquement. Parce que si vous étiez vraiment... si vous participiez vraiment à ce que vous voyez à l'écran, ce serait insupportable. Ou c'est un film d'horreur ou autre, etc. Alors bien évidemment, il y a une sorte de dialectique. Mais l'expérience n'est esthétique qu'en tant qu'il y a participation non totale. C'est le fameux paradoxe déjà... c'est au fond le fondement même de ce qu'Aristote dit de la tragédie avec la catharsis. Il n'y a de catharsis, de participation et de purification que parce que, bien évidemment, les passions, les douleurs, les souffrances que vous voyez sur la scène, vous y participez, elles sont d'une certaine manière les vôtres, mais en même temps, ce n'est pas totalement la vôtre, hein, puisque dès la représentation finie, ça y est, vous êtes purgé de ces passions et vous ne les vivez plus intensément ou ce n'est plus vous. Et puis il y a la troisième forme d'immersion qui serait une immersion participative totale du sujet dans une réalité alors reproduite de manière fictive, comme dans les réalités virtuelles, les jeux en ligne, etc. Alors là, on pourrait dire, oui, mais il y a encore une forme de distance, sauf que, me semble-t-il, oui, elle existe, hein, mais je dirais le vif de l'expérience implique la suspension de cette distance. Il n'y a plus, me semble-t-il, de dispositif dialectique, il s'agit d'une immersion totale, où pour véritablement ressentir l'expérience voulue, il faut abandonner, au fond, sa situation
d'origine. Alors bien évidemment, le terme d'immersion, au départ, n'est pas un terme, je dirais, n'est pas un terme ni esthétique, ni qui relève d'un dispositif factice. Le terme d'immersion implique d'abord un changement de milieu, et notamment le passage du milieu terrestre au milieu aquatique, sous-marin. Ce qu'on appelle immersion, c'est le fait de se plonger dans un milieu aquatique, une piscine, l'océan, la mer, etc. Et bien évidemment, l'immersion d'un corps dans un milieu aquatique va impliquer une modification des repères de ce corps, etc. Tous ceux qui ont fait de la plongée le sentent bien, s'immerger, ça implique une nouvelle manière de se rapporter à son environnement, de se rapporter à ce niveau milieu. Nous devons d'une certaine manière changer notre schéma corporel pour nous fondre dans un nouveau schéma corporel, le sens du mouvement, la sensorialité, le son n'est pas la même sous l'eau, etc. Donc il y a l'idée d'immersion implique l'idée d'adaptation, l'idée de transition, l'idée de changement du schéma corporel sensitif. Et l'adaptation immersive prend du temps, exige sans doute des efforts, des essais, des ajustements de la part du sujet, afin, ce serait quoi le but de l'immersion ? Afin de se déplacer, d'agir, de vivre dans le nouveau milieu de la manière la plus aisée possible, de la manière la plus fluide possible, de la manière la plus naturelle possible, non problématique. Donc le but de l'immersion serait, au fond, de quitter un milieu d'origine, d'aller dans un milieu autre, et, au fond, de retrouver dans le nouveau milieu l'aisance que nous avions dans le milieu d'origine. De retrouver, au fond, nous sommes, par exemple, dans nos environnements habituels, évidemment, quand nous nous levons le matin, nous ne nous posons pas des questions sur l'espace et le temps qui nous entoure. Pour nous, il est stabilisé. On peut se poser des questions sur ceci ou cela, mais globalement, l'environnement est acquis naturellement et nous nous déplaçons dans cet environnement avec aisance. Bien évidemment, le but de l'immersion serait de reproduire cette aisance, de reproduire cette fluidité. Alors, là encore, tous les théoriciens de l'immersion, comme Bruno Trentini, etc., ou d'autres, montrent que cette aisance n'est jamais aussi pleine et aussi totale que l'aisance naturelle, on pourrait dire. Que l'idée d'une immersion totale et définitive, même si elle a un côté fantasmatique, que l'on peut retrouver dans certaines fictions, etc., n'est jamais totalement acquise. Donc si l'immersion de dispositifs techniques vise à créer cette absorption totale et parfaite sensorielle, kinesthésique ou synesthésique du mouvement, etc., dans un monde virtuel, si elle tente de recréer l'aisance que l'individu avait dans son milieu naturel réel, si l'on veut, au fond, l'immersion cherche à nous faire sentir ce qui ne serait plus immersion. C'est-à-dire une immersion réussie est une immersion qui disparaît. C'est-à-dire c'est une immersion qui disparaît comme dynamique d'adaptation. Le summum de l'adaptation, c'est l'être immergé dans, mais qui n'est plus vécu comme une immersion. Alors c'est ce que, moi, dans mon travail, j'ai appelé mersion, justement. Au fond, quand on parle d'immersion, on veut dire quoi ? Le but de l'immersion, c'est de retrouver l'ambiance du premier monde, du monde naturel dans lequel nous sommes. Le but de l'immersion, c'est de reproduire l'immersion. Nous sommes plongés dans notre monde. Et là, je laisse de côté les réflexions d'anthropologues ou de psychanalystes sur le trauma de la naissance, le passage d'un milieu aquatique, de l'immersion prénatale au milieu mondain. Mais ça a beaucoup intéressé les philosophes, les penseurs, les anthropologues, cette question-là. Au fond, est-ce que l'immersion ne serait pas un fantasme nostalgique
du retour à l'immersion prénatale, fétale, aquatique. Et que, bien évidemment, beaucoup... Alors, il y a un texte célèbre d'Otto Rank, le psychanalyste, le trauma de la naissance. Bien évidemment, naître, pour nous, c'est être expulsé du premier milieu. Et donc, alors, je laisse de côté ces spéculations philosophiques. Vous avez un philosophe contemporain, Peter Sloterdijk, dont vous avez peut-être entendu parler, qui dans sa trilogie Sphères a beaucoup développé cette idée, ce qu'il appelle les sphères. Enfin, en gros, son idée, c'est que tous les dispositifs culturels, humains, l'humanisation, c'est une reproduction de sphères artificielles pour retrouver la sphère originelle, sécuritaire, immune, de la vie prénatale. Et comme l'homme est expulsé de cette sphère-là, au fond, la culture n'est rien d'autre que la reproduction artificielle des qualités ou des propriétés de la sphère originelle perdue. Donc les sphères, le langage, la société, la famille, les institutions, etc., même l'architecture, de longs passages sur les dômes, sur les coupoles, etc., toute la culture serait la reproduction de la sphère originelle. Donc là, bien évidemment, la première, il n'y aurait pas immersion. En fait, nous serions dans une immersion prénatale, nous avons été expulsés, et là, nous chercherions par différents moyens à reproduire ce sentiment de protection, ce sentiment d'immunité que nous accordait la sphère originelle. Alors, je laisse de côté ces spéculations philosophiques, anthropologiques, psychanalytiques, mais très intéressantes et qui, on voit, tout au long du XXe siècle et encore au XXIe siècle, ne cessent de mobiliser la pensée. Et moi, je vais partir de la situation la plus simple. Nous sommes plongés dans notre monde, et bien évidemment, l'immersion serait le fait d'abandonner le monde dans lequel nous sommes plongés pour reproduire ce monde avec ses qualités de naturalité, d'aisance, de facilité, dans un monde factice. Et donc, en fait, ce que l'immersion factice, le dispositif technique, veut reproduire, c'est l'immersion originelle, celle dans laquelle nous sommes dans notre monde. C'est-à-dire la participation, la qualité participative, nous sommes dans ce monde-là. Au fond, ce que l'immersion veut reproduire, c'est ce que Husserl appelle l'attitude naturelle. C'est-à-dire la spontanéité, la croyance spontanée dans le fait que le monde existe, que j'existe dans ce monde, et que cela se comprend de soi-même. Selbstverständlich. C'est évident, ça se comprend de soi-même. Et donc, le but des dispositifs immersifs, c'est de retrouver cette non-problématicité. C'est de retrouver cette aisance, cette spontanéité, cette naturalité. Donc, les dispositifs immersifs, fictifs, virtuels, etc., veulent reproduire l'immersion originelle. C'est ça l'ambiance. Nous sommes dans une ambiance, nous sommes déjà... Il n'y a pas d'immersion. Immersion veut dire passer d'un milieu à un autre. Nous sommes déjà dedans. C'est ce que j'appellerais immersion. C'est-à-dire nous sommes déjà plongés dedans. L'immersion impliquerait le fait de quitter une ambiance pour aller dans une autre ambiance. Alors, bien évidemment, c'est ce que nous faisons la plupart du temps, mais dans les dispositifs immersifs, il y a la volonté de parvenir à un état de immersion parfaite, qui est l'état, au fond, de participation parfaite, où le lecteur, au fond, ne voit plus l'objet livre, où le spectateur ne voit plus le dispositif théâtral, où le joueur ne voit plus l'écran, etc. L'idée du j'y suis, je suis totalement, ich bin dabei, comme disent les Allemands, voilà, je participe, j'en suis, voilà, je suis dans l'expérience, etc. Où le caractère artificiel disparaît. Alors, je laisse de côté un peu toutes les réflexions des théoriciens de l'immersion qui montrent que, au fond, cette idée d'une immersion totale, participative,
qui obtiendrait au fond une sorte de label de l'immersion, c'est-à-dire voilà, ça y est, hein, je suis totalement plongé et je suis dans ce monde, que cette idée n'est irréalisable, et irréalisable. Pour à la fois des raisons qui tiennent à la croyance, mais aussi pour des raisons qui tiennent au corps physique, bien évidemment, et qui est encore toujours déjà là, et qui lui-même sait qu'il est déjà là. Donc, au fond, l'immersion, même si elle vise cette immersion, elle serait quand même dialectique, ce serait toujours un dialogue entre le monde factice et le monde dans lequel je suis, et une sorte de relation comme ça d'écart et de participation dans l'écart et dans la distance. Il y aurait participation, mais dans une certaine distance minimale, qui d'ailleurs favorise l'esthétisation de l'expérience. Parce que bien évidemment, s'il n'y a pas cet écart, me semble-t-il, il n'y a pas d'esthétisation de l'expérience. Bon, là, c'est un point que j'ai développé dans d'autres textes, qui est l'idée que font, qu'on peut discuter, et qui peut être très discuté, mais qu'au fond, me semble-t-il, il n'y a d'expérience esthétique que dans le comme si, qu'en faisant comme si. Et que l'expérience esthétique nécessite l'écart minimal, nécessite la distance minimale. Schaeffer a écrit de nombreuses pages sur cette idée de la fiction au sens du als ob, du comme si, quoi, ou du as if, quoi. Il faut faire comme si. Si je ne fais pas comme si, alors il n'y a plus d'expérience esthétique. Et d'ailleurs, ça peut être le cas. Vous pouvez être tellement pris par un dispositif esthétique que vous ne faites plus comme si, mais que vous vivez en fonction de ce dispositif esthétique qui rejaillit sur votre vie et la modifie complètement. Vous connaissez tous ces exemples célèbres, notamment à la fin du XVIIIe siècle, de cette vague de suicides en Europe, de gens, de jeunes surtout, adolescents qui se suicident après avoir lu Goethe, ou par exemple Chatterton, etc., où là, bien évidemment, l'expérience des souffrances du jeune Werther crée une sorte de souffrance de l'individu qui se suicide parce qu'il a lu ce livre de Goethe, etc. Donc dans ce cas-là, bien évidemment, il n'y a plus d'expérience esthétique. La souffrance représentée dans le récit devient une souffrance tellement vécue qu'elle modifie complètement la vie réelle au point de conduire l'individu à reproduire ce qui est reproduit dans la vie de Chatterton, etc. Un autre exemple, c'est pas celui des souffrances du jeune Werther. Mais dans ce cas-là, me semble-t-il, si l'expérience esthétique conduit à une adhésion totale, à une immersion totale, alors, dans ce cas-là, l'individu devient son modèle et n'est plus dans une expérience esthétique. L'exemple typique, c'est le paysage. Oui, oui. Le beau naturel, d'une certaine manière. Mais le beau naturel lui-même est le produit d'une distance, c'est-à-dire la distance du regard. Oui. C'est ce que tous les théoriciens de l'esthétique ont montré, par exemple, de l'esthétique de la montagne. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il n'y a pas de représentation esthétique de la montagne, ni littéraire, ni picturale. Et même les gens qui vivent dans la montagne, tous les premiers voyageurs qui sont éblouis par la montagne, signalent que les gens qui vivent là ne trouvent pas leur environnement beau. Il n'y a pas de beau naturel pour eux. Donc ça implique même, dans ce cas-là, que même l'idée de beau naturel, d'immersion dans le paysage, implique une certaine distance qui est celle de la culture. Donc c'est une fausse immersion, parce que les gens qui sont véritablement immergés ou mergés depuis leur naissance dans son environnement ne lui trouvent pas des qualités esthétiques, même plutôt d'ailleurs souvent des qualités négatives, etc., parce que c'est lié à la souffrance du travail, au labeur. Donc là, je répondrais, ce serait un contre-exemple. Il y aurait encore une distance intérieure dans ce cas-là, un écart intérieur, quoi. Mais je crois que, par exemple, dans le cas du paysage, il n'y a de paysage que s'il y a de distance. Si vous êtes totalement immergé dans un paysage de Bruegel, etc., allez vivre en Flandre. Vous ne retrouverez plus tout à fait les mêmes conditions qu'à l'époque de Bruegel. Ce que je veux dire par là, c'est que alors, ça se peut. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art peut modifier tellement l'affectivité du spectateur
qu'il en vient à vivre comme l'œuvre d'art. Mais est-ce une esthétisation de type dandy? Mais dans ce cas-là, je crois qu'il y a toujours une distance chez le dandy, même c'est l'art de la distance, que ce soit chez Brumel ou d'autres, ou Barbé-d'Aurevilly, il ne cesse d'impliquer que, au fond, le dandysme, c'est, comme dirait Nietzsche, ce pathos de la distance, cet affect de la distance. Donc je crois que l'absorption totale est contre-esthétique, au fond. Qu'il n'y a d'esthétique que dans ce jeu dialectique de la participation et de la distance. Et ce jeu dialectique de la participation et de la distance, c'est le comme si. C'est le comme si. Je sais que c'est une fiction, mais je fais comme si ce n'était plus une fiction, et je jouis de reproduire cette expérience à la fois sur le modèle de la fiction. Parce que si ce n'était pas une fiction, si la violence, par exemple, que je vois à l'écran, essayez de voir, bon, je sais pas, moi, Salaud de Pasolini, etc. Si vous ne maintenez pas la distance esthétique, ça va être rapidement insupportable. Et parfois, ça peut l'être pour certains. Donc, s'il y a absorption totale, dans ce cas-là, je crois qu'il n'y a plus d'expérience esthétique, il y a une expérience qui est une expérience humaine, sociale, affective, éthique, qui est positive ou négative, mais qui n'existe plus en tant que plaisir esthétique. Le plaisir esthétique n'existe que dans ce jeu très subtil de l'absorption et de la distance, de cet écart dialectique. Parce que c'est une suspension temporaire. Le comme si est temporaire. C'est un comme si volontaire, bien évidemment. Et c'est un comme si qui suspend l'attitude naturelle originelle pour recréer une fictive, mais qui le suspend temporairement. Alors, je laisse la partie sur Gernot Böhm, sur la fabrique des atmosphères, etc. Peut-être qu'on y reviendra. Et j'en viens quand même tout de suite à Klein. Je dirais que, je l'ai indiqué déjà depuis les années 50, et même ça pouvait être anticipé par certaines pratiques des surréalistes, des dadaïstes, et même avant de ce qu'on a appelé les arts incohérents, c'est-à-dire au fond de farceurs autour de 1888-1890 qui ont commencé à produire des événements artistiques provocateurs de second degré dans le Paris du XIXe siècle et moqueurs, et en quelque sorte à défaire au fond les séparations traditionnelles entre l'œuvre et le lieu d'exposition, utiliser la rue, utiliser les médias. Et bien évidemment, ces techniques-là vont être reproduites par les futuristes, les dadaïstes, etc. Mais globalement, c'est vraiment dans les années 50 que je dirais les pratiques contemporaines de l'art, pour ne pas parler d'art contemporain, parce que je ne sais pas vraiment ce qu'est l'art contemporain, c'est comme s'il y avait un seul art contemporain. Le contemporain, ce sont les contemporains. Et le contemporain est fait de choses non contemporaines. Enfin, le contemporain, c'est une coupe du moment, mais cette coupe, il y a différentes temporalités dans ce moment. Disons, les pratiques contemporaines de l'art, globalement, font montre d'un abandon progressif de l'œuvre, vu comme un objet présenté dans un lieu qui composerait, au fond, la situation artistique ou esthétique classique. Et cet abandon de l'œuvre, si l'on veut, cette vaporisation, cette dilution de l'œuvre comme objet tangible au profit de l'acte, de la performance, du moment, de l'installation, mais aussi au profit de l'idée d'expérience esthétique, qui ne soit plus simplement une expérience réceptive, celle du goût, du jugement de goût, selon le modèle du XVIIIe siècle, développé par Diderot, Kant, etc., où au fond,
l'expérience esthétique serait simplement le fait de voir, d'entendre des œuvres et de développer à partir de là une réflexivité, c'est-à-dire un jugement sur notre goût. Ce dispositif-là est remis en cause au profit d'un dispositif expérientiel, c'est-à-dire d'un dispositif qui mettrait fin à ces séparations entre l'œuvre et non-œuvre, du chant, etc., entre l'œuvre et le lieu où elle est installée, et entre l'artiste et les spectateurs. Donc il y a une remise en cause de différentes frontières traditionnelles, d'un brouillage de ces frontières, avec l'idée quand même d'une expérience élargie dans laquelle l'idée d'atmosphère joue un rôle central. L'installation, c'est-à-dire, au fond, l'installation impliquant, je dirais, peut-être deux grandes idées. D'abord, l'idée que l'œuvre va utiliser différents médias, sculpture, vidéo, son, l'écriture aussi. Et l'installation va impliquer aussi un rapport particulier de l'œuvre dans son lieu de présentation, quitte même à modifier ce lieu de présentation ou être son propre lieu de présentation. De sorte que l'installation va à la fois être un remodelage des frontières entre les disciplines artistiques elles-mêmes. Vous voyez différents médias, sculpture, peinture, son, lumière, etc. Et va remodeler les frontières entre cette installation et le lieu dans lequel elle est installée, de sorte que l'installation va impliquer une interaction notamment avec les arts numériques, avec l'architecture, etc. On le voit par exemple chez Klein, on va le voir. Est-ce de l'architecture, est-ce un art plastique, etc. Mais à chaque fois, ce qui est visé, je dirais que l'installation, elle déjà dans ses prémices, ce qui est visé, c'est l'immersion. Ce qui est visé, c'est l'idée de participation atmosphérique, de créer une sorte d'œuvre microcosme, autonome, qui refuse l'idée de la confrontation frontale entre le spectateur et l'œuvre, au profit, là aussi, d'une participation. Donc nous n'avons plus affaire à un objet d'art présenté dans un lieu, mais l'installation à la fois s'approprie les différents moyens plastiques et s'approprie le lieu lui-même, le site d'exposition, qui est fondu même parfois dans l'œuvre, qui est utilisé dans l'œuvre ou qui devient même parfois l'œuvre elle-même, ou alors qui refuse, qui invente son site, pensons à Smithson, etc., ou site, non-site, les sites et les non-sites, etc., ou le land art, où là, bien évidemment, le lieu d'exposition. Alors certes, il peut y avoir des restitutions vidéo, des restitutions photographiques, mais l'installation est son lieu. Là, il n'y a plus de lieu d'installation, c'est une sorte de fusion dans le land art entre l'installation et le lieu d'exposition, qui n'est plus un lieu d'exposition institutionnel. Même si ensuite il peut bien sûr s'institutionnaliser, puisque, par exemple, Spiral Jetty, etc., ça devient, on essaie de conserver l'œuvre, etc., c'est une sorte de dispositif institutionnel est presque projeté dans la nature, c'est-à-dire dans ce coin du sud-ouest américain. Donc le spectateur n'est plus un spectateur, il devient un visiteur, voire un expérimentateur, au sens où il fait partie lui-même d'ailleurs du dispositif d'installation ou même de l'atmosphère. Enfin, il n'existe que s'il y participe. Et donc l'œuvre absorbe, je dirais, le principe d'exposition, l'inverse aussi, dans un principe, on pourrait dire, d'atmosphérisation. Le curateur, le galeriste, le scénographe, etc. Eux-mêmes, leurs rôles sont redéfinis,
dans au fond, des créateurs d'ambiance, qui sont les œuvres. Avec l'installation, la relation de distance intellectuelle, celle de la réflexivité du goût, selon le modèle de Kant, laisse place à une attitude nouvelle de fusion, immersion, participation sensorielle et motrice. J'insiste sur la motricité, parce que évidemment, le déplacement est important. Si l'installation peut encore utiliser la mimésis, c'est-à-dire la reproduction, l'illusion, notamment, très souvent, c'est utilisé comme cela. Quand on songe, par exemple, dans des installations numériques, souvent, on a des reproductions visuelles de lieux, de paysages, chez Huyghe, chez d'autres, Eliasson, ou même le son. Souvent, on a des reproductions où là, le son est vraiment utilisé du point de vue mimétique. La pluie, le vent. En tout cas, l'immersion dans l'installation cherche à produire cet état d'imprégnation des sujets, imprégnation sensorielle et motrice des sujets dans l'installation elle-même, pour leur donner l'illusion sans doute temporaire qu'ils y sont, qu'ils sont dans ce nouvel espace, dans ce nouveau monde, de plongée. Je cite ici Albert Ganti, dans De l'art de l'installation, la spatialité immersive, il dit ceci: l'installation crée la condition d'un espace immersif et englobant, on retrouve mon enveloppement, pénétration de l'ambiance, qui change radicalement la relation du spectateur et de l'œuvre. Il n'est plus devant une œuvre placée dans un espace neutre et passif, il est à l'intérieur d'un espace actif, entouré d'objets qui interagissent, et je rajouterai, si je peux me permettre, qui interpâtissent aussi. Parce que très souvent, on parle d'interaction, mais en fait, je dirais que le summum de l'interaction, c'est l'interpassion. C'est-à-dire que nous pensons véritablement appartenir à une expérience quand nous n'agissons plus. Parce que agir implique déjà un effort, une volonté. Et alors que le summum de cette croyance dont parlent les phénoménologues, le summum de la doxa, c'est la doxa passive, la croyance. Quelqu'un qui veut croire ne croit plus. Donc le summum de la croyance, c'est la passivité. Donc le but des dispositifs immersifs, c'est de produire cette passivité. Pas la passivité au sens de l'inertie, la passivité au sens où je n'ai plus à agir pour croire, où je reçois. Et donc, bien évidemment, quand on parle d'interaction, le but de l'interaction, c'est justement l'interpassion, c'est-à-dire un rapport à l'environnement, un rapport aux objets, un rapport aux lieux, peut-être même aux personnages qui sont là, qui est vécu comme quelque chose que je reçois sans avoir besoin d'agir dessus. C'est ça la suspension volontaire de l'incrédulité, c'est de se mettre dans un état de passivité. Vous voyez, pas de passivité au sens de paresse, d'inertie, mais de réceptivité, motrice même, sensible, sensorielle, où le moi n'a plus à faire l'effort d'eux. Donc il me semble qu'au contraire, ce que vise l'immersion, ce n'est pas l'interactivité. Bien évidemment, il peut y avoir des formes d'interactivité. On va vous demander de mettre un casque, de faire ceci, de faire cela, etc. Mais le summum de l'interactivité, c'est l'interpassivité, comme cette fusion totale de l'homme et de la machine, par exemple. Mais, encore une fois, faut-il entendre dans la passivité autre chose que le sens courant, qui serait celui de l'inertie? Ce n'est pas du tout ce sens-là. Ça renvoie plutôt à ce que Husserl appelait des synthèses passives, c'est-à-dire tous ces processus qui sont en nous sans que nous en ayons conscience et qui nous font. Et le summum de l'immersion, c'est ça, c'est de retrouver cette synthèse passive. Par exemple, quand vous conduisez, quand vous êtes totalement, quand vous faisiez corps avec votre machine, vous n'agissez plus. Alors bien évidemment, vous agissez. Mais en même temps, ce n'est plus une action qui est volontaire. C'est quelque chose qui, vous recevez des indications de votre machine, la vitesse, etc., le bruit du moteur, la manière dont ça se déplace, et vous êtes dans un état plutôt d'interpassivité. Mais ce n'est pas une passivité inerte. C'est, comme disait Husserl, il y a une activité dans la passivité, mais ce n'est plus une activité du moi volontaire. Alors je crois que c'est ça ce que vise l'immersion, c'est cette
cette passivité au sens d'activité non volontaire du sujet. Ça agit en moi, je reçois des choses, j'agis, il y a de la motricité, mais ce n'est plus dirigé par un moi qui dit « je dois faire ceci, je dois faire cela », etc. Alors venons-en à Yves Klein et à comment son œuvre peut être vue comme... Alors, il y a différentes manières de l'aborder, mais moi je vais l'aborder à partir de cet angle du dispositif, de l'immersion et de l'ambiance. Dans les années 50, Yves Klein est un personnage très intéressant, très fantasque, très original. Mais dans les années 50, vous savez qu'avant d'être artiste, que faisait-il? Il se consacrait à quoi avant de s'intéresser à... Quelqu'un sait? Ouais. Oui, il était judoka, oui, puis très oui. Donc, et ça, vous allez voir que ça, peut-être, ça a une certaine signification quand même. Oui, il était d'ailleurs, il allait en Asie, se perfectionner, au Japon, etc. Mais il y avait déjà chez lui, enfin c'est lui qui le raconte, dans son rapport au corps, dans son rapport à l'environnement, ce qu'il a appelé le goût de l'air. Le goût de l'air. D'ailleurs, cet art atmosphérique, l'idée de ce que Sloterdijk, dont j'ai parlé tout à l'heure, appelle le design atmosphérique, c'est-à-dire comment sculpter l'air. C'est très bizarre parce que l'atmosphère, c'est quelque chose d'impalpable. L'atmosphère, l'ambiance ne sont pas des objets, ne sont pas des objets tangibles. Ce sont des dimensions flottantes, volatiles, mais qui ne sont pas... Donc comment faire de hair design, dit Sloterdijk? Pour Sloterdijk, l'homme a toujours fait ça. Il a toujours sculpté son air, pour le meilleur comme pour le pire. Sloterdijk réinterprète la crise climatique, du réchauffement climatique, comme un excès de sculpture de l'air. C'est-à-dire nous avons tellement modifié l'atmosphère que nous l'avons modifiée avec les conséquences sans doute néfastes que ça a du point de vue du réchauffement. Vous connaissez tous, bien évidemment, Air de Paris, de Duchamp, etc. Enfin, vous voyez, beaucoup d'artistes contemporains ont été fascinés par cette idée que le dernier objet, finalement, à s'approprier, c'est l'air. Enfin, Alors, il peut y avoir différents milieux invisibles et impalpables. Le son, la lumière, les odeurs, la chaleur. Il y a des médias non tangibles, non chosaux. Ce n'est pas des choses. La lumière, ce n'est pas une chose. Le son, ce n'est pas une chose. L'air, ce n'est pas une chose. La chaleur, ce n'est pas une chose. Et donc, bien évidemment, on peut avoir la volonté, comment sculpter cela? Comment faire des formes à partir de l'informe? Comment, au fond... parce que les plasticiens sont quand même des êtres de la forme. Enfin, même l'art informel, Fautrier, etc., Vols, c'est quand même des productions de forme, de tableaux, chez Fautrier. Donc il y a l'idée, mais là, on a vraiment de l'informe, ou ce que les stoïciens appelaient des incorporels. Il n'y a pas de corps. L'air, je dirais dedans. Bien évidemment, si on est un physicien, on va dire, mais bien sûr, ce sont des corps, quand même, ce sont des corpuscules, des atomes. Mais dans notre expérience, pour nous, on voit bien la différence entre une table qui est un corps tangible, fini, délimité, avec une forme de résistance, etc., et puis il y a des médias sensibles, dont d'ailleurs Gernot Bohm s'intéresse beaucoup à ces médias, la lumière, le son, la chaleur, l'odeur, l'air. C'est pas tangible, c'est pas chosal. Pourtant c'est bien là, c'est bien une réalité objective. Et donc sans doute, l'art s'est intéressé à ces incorporels. Alors Klein, ça l'obsède. Ces incorporels, ce goût de l'air dont il parle. Et il va proposer, à partir du milieu des années 50, différentes nouvelles expériences artistiques qui vont littéralement, je dirais, évaporer l'œuvre, la vaporiser dans le site, dans le moment, et il va atmosphériser, au fond, l'œuvre comme le rapport à l'œuvre. Si bien évidemment le monochrome, et en particulier
le monochrome bleu, qui d'ailleurs maintenant est même le bleu Klein, hein, vous savez, il y a même un label déposé, et le plus connu de ces gestes artistiques, il faut replacer même, au fond, l'usage du monochrome chez Klein dans toute une réflexion plus générale et plus profonde sur les rapports entre l'homme et l'espace et l'homme et l'ambiance. La dimension spatiale, voire cosmique, en fait, chez Klein, va prédéterminer le choix des matières, des lieux et des dispositifs. L'œuvre elle-même n'est plus un objet séparé. Elle n'existe encore dans son autonomie, sa substantialité, si on veut, que comme centre de rayonnement vers la sensibilité du spectateur. Par exemple, ce qui l'intéresse, bien évidemment, le monochrome, c'est le rayonnement de la couleur qui sort du support et qui comble, dit-il, l'interespace entre le spectateur et le support, ce que j'ai appelé le radial. Là, on a typiquement une atmosphérisation radiale dans le monochrome. Ça sort de l'objet. Il y a une radiation. D'ailleurs, l'interespace, que Klein appelle l'interespace, c'est-à-dire cet espace sensible affectif entre l'œuvre source et le spectateur, c'est ça qu'il essaie. En fait, pour lui, la véritable œuvre, elle est là. L'œuvre n'est pas le monochrome, l'œuvre, c'est l'interespace entre le spectateur et le monochrome. Ce que Klein essaie de sculpter, de représenter ou de présenter, c'est cet interespace-là. Donc le rayonnement. Tout d'abord et très tôt, Klein revendique le statut de créateur d'atmosphère, dit-il. L'artiste n'est plus un producteur d'objets ayant une certaine valeur esthétique, etc., tangible. C'est, dit-il, un organisateur d'événements et un producteur d'atmosphère. Je le cite dans les écrits, c'est page 237, les tableaux créent des ambiances, des climats sensibles, des états phénoménaux et matières particulières, perceptibles mais non tangibles, mobiles et statiques à la fois. Les tableaux créent des ambiances, des climats sensibles, des états phénoménaux et matières particulières, perceptibles mais non tangibles, mobiles et statiques à la fois. C'est page 237. Toujours dans les écrits, page 84, ce sont des notes, création d'une ambiance, d'un climat pictural réel et à cause de cela même invisible. Toujours page 84, dans les écrits, il n'y a à présent plus d'intermédiaires. On se trouve littéralement imprégné par l'état sensible pictural spécialisé et c'est une perception-assimilation directe et immédiate, sans plus aucun effet, sans truc ni supercherie. Donc vous voyez cette idée que maintenant le rôle de l'artiste, c'est de créer ces ambiances, ces climats sensibles, ces climats picturaux réels, sans intermédiaire, où on crée un état d'imprégnation totale, une perception-assimilation du spectateur et de l'œuvre dans l'interespace entre le spectateur et l'œuvre. Pour cela, dit-il, il faut supprimer l'espace qui existe devant le tableau. Supprimer ou modifier l'espace qui existe devant le tableau, ce qu'il appelle l'interespace, ou cet espace vide, neutre. Que faut-il faire? Il faut le faire vibrer, dit-il. Il faut le faire vibrer. Et donc, c'est un air design. Il s'agit de sculpter l'interespace entre l'objet tangible. Encore, on va voir que parfois, il n'y a plus d'objet tangible. Mais dans le cas du monochrome, on a un objet tangible, visuel, et on a des spectateurs. Le rôle, c'est ici de faire vibrer cet interespace, ce que Klein nomme la sensibilité picturale. La sensibilité picturale, ce n'est pas la qualité sensible du tableau, ce n'est pas les propriétés du tableau, couleur, qualité spatiale, etc. La sensibilité picturale, ce n'est pas la sensibilité du spectateur, ce n'est pas sa capacité d'être réceptif à... Non. Si vous lisez par exemple des écrits du Bose, vous voyez que, par exemple, Eaton, etc., enfin, les théoriciens des couleurs s'intéressent beaucoup à cette sensibilité picturale. Il y a des études à l'école du Bose dans les années 20, 30 sur cette sensibilité picturale. Il y a même des sortes d'expérimentations pour presque voir quelle est cette sensibilité aux couleurs, aux formes, aux espaces, etc. Ce que Klein entend par sensibilité picturale, c'est pas ça.
Donc la sensibilité picturale, ce n'est pas les qualités, on peut dire, esthétiques du tableau, ce n'est ni la sensibilité du spectateur. Non, ce qu'il appelle la sensibilité picturale, c'est la sensorialité de l'interespace entre tableau et spectateur. Et dit-il, c'est là que l'artiste doit intervenir, que le geste artistique se joue. La difficulté pour lui, ce n'est pas de produire des œuvres, c'est de produire, de créer cette sensibilité picturale, c'est-à-dire, au fond, de faire vibrer l'interespace entre l'œuvre et le spectateur. Parfois, pour montrer ou pour faire sentir, plus exactement, cette sensibilité picturale, l'espace interstitiel et médial, ce milieu entre l'œuvre et le spectateur, Klein suggère de retirer tous les tableaux et de tenter de ressentir la trace qu'ils ont laissée dans l'air alentour, dans leur ambiance. Donc il dit, prenons une galerie classique, on installe des tableaux, donc le spectateur voit ces tableaux, et puis on retire tous ces tableaux, et maintenant, que voit-il, ou plus exactement, que ressent-il? D'ailleurs, Klein lui-même vendra, fera de cette sensibilité picturale une œuvre, et il vendra des exemples de sensibilité picturale, une année d'œuvre, etc., comme il s'agit de vendre la trace, l'expérience, alors quoi, imaginaire, mémoriel de cette trace des tableaux, mais en tout cas, on voit bien que l'idée, on retire les tableaux, au fond, ce qu'il essaie de représenter par là, c'est ce qui reste entre l'œuvre qui n'existe plus et le spectateur, comme si l'espace interstitiel subsistait, au fond, comme une sorte était retenu. Donc on voit, en tout état de cause, l'œuvre n'est pas une chose limitée et séparée, un objet, c'est un centre de rayonnement qui imprègne l'espace alentour, et les spectateurs-récepteurs deviennent eux-mêmes ce que Klein appelle des viveurs. Ils vivent. Oui, l'art et la vie. Alors, petite digression, il me semble que ici, Klein s'inspire beaucoup d'un mouvement artistique, politique, urbain, qu'on appelait le situationnisme dans les années 50, dont les figures les plus connues sont Guy Debord, ou Wollmann, ou Constant, ou Yorn, ou d'autres. Parce que dès 1952, ce qui s'appelait encore à l'époque l'international lettriste, qui deviendra situationniste en 1956, développe ces thèmes-là d'ambiance, à travers la théorie des dérives, etc., des métagraphies de Wollmann, développe l'idée, par exemple, le terme de viveur, c'est un terme qu'on retrouve dans la revue des lettristes, qui s'appelle Potlatch, qu'on retrouve dès 53, dès 54. Or, Klein fréquentait ces gens-là, et bien évidemment, et d'ailleurs, l'international lettriste était plutôt, je dirais au départ, un mouvement esthétique. Il va se politiser avec Debord à la fin des années 50, mais au départ, c'est plutôt un mouvement esthétique. D'ailleurs, Debord lui-même est plutôt un cinéaste. Ensuite, il va intervenir avec Wollmann du point de vue plastique ou autre. Et les premiers membres de l'international lettriste puis situationniste sont des plasticiens, dont le plus connu sans doute est Yorn, ou Constant, ou d'autres, Gadizio, etc. Or, si on regarde les textes des lettristes situationnistes dans les milieux des années 50, ils ne cessent de mobiliser cette idée d'atmosphère, de critiquer le lieu d'exposition, de critiquer l'objet comme objet tangible, marchand, etc., au profit de l'idée d'expérience, etc. Et même le terme de viveur, c'est un terme qu'on trouve directement. Donc, et Klein, c'est pas le seul, Lebel aussi, tourné autour de cet international lettriste situationniste, et Debord, qui était une sorte comme un peu breton avec le surréalisme, un peu de chef de bande, etc., était très méfiant vis-à-vis de ces gens-là qui tournaient autour d'eux et essayaient de les séparer de son mouvement. Et d'ailleurs, il va y avoir une scission au début des années 60 dans l'international situationniste entre
le mouvement plutôt esthétique, anglais, des gens comme Nash, ce que Debord appelait les nashistes, les esthéticiens, et le mouvement politique, puisque la revue de l'Internationale situationniste dans les années 60, c'est essentiellement des textes politiques, de critique sociale, de critique de la société de consommation, etc. Disons, la partie esthétique va être quand même réduite à une peau de chagrin. Le seul qui ne sera pas expulsé, c'est Yorn, qui gardera toujours. Mais dans les années 50, vous voyez, c'est plutôt... Et beaucoup d'artistes, Lebel, par exemple, toutes les performances de Lebel des années 60 sont très inspirées de ce que les situationnistes faisaient déjà dans les années 50. Et chez Klein, on voit vraiment, je dirais, la manière dont s'est réapproprié ces thèmes qui, déjà dans les milieux des années 50, étaient développés par les situationnistes, notamment l'idée de viveur, l'idée d'ambiance, etc. Alors, revenons à Klein. La couleur, d'ailleurs, plus que le dessin, qui limite la perception, plus que la ligne, qui renvoie à, je cite Klein, je suis contre la ligne et toutes ses conséquences, contour, forme, composition, c'est-à-dire je suis contre la délimitation, c'est-à-dire contre la chose, au profit justement de l'ambiance, de l'informe. La couleur ne trouve gré à ses yeux qu'en tant que diffusion, qu'en tant que qualité de rayonnement. Je cite Klein, page 40 dans les écrits, « Je pense que la couleur jaune, par exemple, est bien suffisante en elle-même pour rendre une atmosphère et un climat au-delà du pensable. » Donc en fait, ce qui l'intéresse dans la couleur, c'est la qualité atmosphérique de la couleur. Ce n'est pas la qualité formelle. Le tableau monochrome, notamment, rend possible au plus haut point cette irradiation atmosphérique. Je le cite, il parle du monochrome, une sorte de générateur à rayonnement constant qui imprègne l'atmosphère de toute sa présence picturale fixée dans l'espace. Toujours Klein, il s'agit pour moi non plus de brosser des toiles, mais d'établir d'une manière permanente et bien durable entre moi et cette nature qui n'en font qu'un, la toile néo-figurative, à la fois la plus réelle et la plus immatérielle qui existe, et qui donne au lecteur, ou mieux aux viveurs de tels événements, ou climats picturaux, par comportement pur, un spectacle, plus exactement un état de qualité. Alors, le but, on le voit ici, de défaire, je dirais, l'approche psychologique, herméneutique du tableau, où le tableau serait en quelque sorte à interpréter en fonction d'une réflexion, d'un goût appartenant à la conscience du spectateur. Que représente-t-il? À quoi renvoie-t-il? Que signifie-t-il? Tout ceci n'a plus aucun intérêt pour Klein. Il ne s'agit pas de signifier, il s'agit de montrer. Pour inverser ici un fragment d'Héraclite qui dit que la Pythie de Delphes ne montre pas, elle signifie. Voilà, on pourrait inverser, on pourrait dire l'anti-Pythie de Klein, qui serait le tableau. Elle ne délivre plus des oracles. Il ne s'agit pas de délivrer des messages à déchiffrer, à interpréter. Il ne s'agit pas d'interpréter ou de signifier. Il s'agit de montrer. Cette imprégnation sensible, affective et cosmique, parce qu'on va le voir, il y a toute une réflexion aussi sur le cosmos, est le but et non le drame de la rencontre, un tableau, un spectateur. Parce qu'il y a une critique chez Klein de la dramatisation, c'est-à-dire du drame de cette dialectique de l'interprétation, etc. Il s'agit de sortir du drame. L'indéfinissable, l'immatériel, pour reprendre des expressions de Klein, c'est ce bain, dit-il, sans contour de la sensibilité dans l'atmosphère engendrée par le tableau monochrome, l'anthropométrie, ou même la performance. Alors, ce travail ambientiel de Klein, je dirais, s'opère en deux étapes. D'abord, collecter des ambiances, puis les créer. Avant de reproduire une ambiance, il s'agit d'abord, là encore, sans doute inspiré par les lettristes et les situationnistes, et leur recherche des ambiances urbaines dans la dérive, il s'agit d'abord pour Klein de collecter comme un chiffonnier, comme un glaneur, de glaner d'abord des ambiances, de s'imprégner de certaines situations
et de tenter d'en extraire leur ambiance. Je cite Klein, page 227, « Tout comme les impressionnistes, dont je me considère comme l'un des continuateurs, je flâne et rencontre des états de choses sympathiques, toujours cette participation, ou tout simplement un nuage de sensibilité inconnue que je traverse soudain par hasard, une ambiance. » Donc le premier travail de l'artiste, c'est un travail d'imprégnation, de collecter d'abord des ambiances. Avant l'acte de création, il y a un acte de repérage ambientiel in situ de certains lieux, dont il faut tirer une atmosphère, c'est-à-dire un moment poétique ineffable, ou, dit-il, la marque d'événements atmosphériques, extraire la trace de l'immédiat, qu'il faudra ensuite reproduire dans d'autres circonstances, par exemple dans la performance ou dans l'installation. D'abord, vous voyez, le but de Klein en tant qu'artiste est donc de sentir, de flairer, de collecter cette sensibilité sans forme et sans limite. Une fois ce travail d'imprégnation fait dans des lieux, des ambiances, il faut tenter de recréer ces conditions dans un acte personnel et intentionnel, à savoir la production esthétique elle-même, la mise en ambiance, on peut dire, ou la fabrique de l'ambiance. Comme celle-ci n'est toujours à partir d'un lieu ou d'une atmosphère, il faut d'abord surtout s'enquérir des conditions de production du site où l'œuvre sera située. Or, étant donné le problème, dit Klein, par exemple, vous collectez une ambiance et vous voulez la reproduire dans un lieu. Mais dit-il, le lieu dans lequel vous allez vouloir reproduire cette ambiance a déjà d'abord une ambiance. Donc en fait, il faut d'abord, dit-il, désatmosphériser le lieu, par exemple la galerie. Donc il y a toute une réflexion de Klein, c'est-à-dire comment enlever l'ambiance galerie à la galerie. Donc c'est comme une sorte d'exorcisme, vous voyez, comme une sorte de chaman qui vient désensorceler un lieu, lui enlever son ambiance négative, avant d'installer l'ambiance que Klein veut créer dans ce nouveau lieu. Donc il faut, vous voyez, pour installer l'ambiance collectée dans la ville, dans une architecture, dans la nature, dans le lieu de la galerie ou dans un lieu urbain, il faut d'abord lui enlever l'ambiance dans laquelle elle se trouve. Il faut la désimprégner d'abord pour la réimprégner avec une nouvelle ambiance. Donc il y a un travail d'abord il faut enlever l'ambiance passée, actuelle, il faut enlever les imprégnations présentes, les traces. Donc il faut effacer les traces de l'ambiance. Alors, l'exemple qu'on pourrait donner, c'est tout le travail que Klein fait à l'opéra de Gelsenkirchen, où on lui propose de faire une installation, et il fait plein de repérages, il y vient, et son obsession, c'est de dire, mais comment d'abord enlever l'ambiance de l'opéra avant d'installer dans ma propre ambiance. Et le problème n'est pas d'installer quelque chose. Le problème, c'est que quand j'installe quelque chose, je l'installe dans une ambiance qui est déjà là, qui peut-être va contredire l'ambiance que je veux créer. Et donc, il faut d'abord, je dirais, faire le vide. Il faut d'abord vider le lieu de son ambiance. Il faut désenvoûter le lieu, désambiancier le lieu. Et ce n'est que par ce travail de désatmosphérisation préalable que la création de l'atmosphère voulue pourra s'opérer comme climat dispositif pur. Je cite Klein, « Dispositif scénique de la galerie, afin de spécialiser l'ambiance de cette galerie », spécialiser, ça veut dire créer sa propre ambiance, sa sensibilité picturale à l'état de matière première, toujours la matière première de Klein, c'est la sensibilité picturale, un climat particulier individuel, autonome et stabilisé. Je dois d'une part la nettoyer des imprégnations, des expositions précédentes et nombreuses, la blanchir. En peignant les murs en blanc, je désire par cet acte non seulement purifier les lieux, vous voyez toujours son côté un peu chamanique, mais encore surtout en faire, par cette action et ce geste, mon espace de travail et de création, en un mot, mon atelier. On parlait tout à l'heure de l'atelier, mon atelier. Si on laisse les objets, les formes encore présents, attendu qu'ils portent avec eux une atmosphère particulière, le radial, celle-ci formera un obstacle à la création d'une atmosphère, par exemple celle du monochrome. D'où la nécessité de cette phase, d'abord d'évidement atmosphérique, de nettoyage atmosphérique, des traces atmosphériques ambientielles. Lorsque cette étape de la deuxième étape de désatmosphérisation est accomplie, on peut dire qu'il y a 3 étapes, collecte des atmosphères, désatmosphérisation des lieux dans lesquels on va installer l'atmosphère collectée, puis création de l'atmosphère. Dans la deuxième étape, lorsque la deuxième étape est accomplie, la désatmosphérisation, alors on peut produire in situ l'ambiance voulue. C'est cette phase créatrice
que Klein nomme spécialiser et stabiliser l'ambiance. Spécialiser et stabiliser l'ambiance. Spécialiser, puisqu'en jouant avec les couleurs, les lieux, les lumières, les surfaces, même les personnes invitées, les gens qui vont, il y a aussi le choix de type de gens qui vont être là, on va chercher à produire une ambiance spécifique. Et stabiliser veut dire que puisque les ambiances sont toujours passagères et éphémères, il faut pouvoir créer un dispositif relativement pérenne qui fixe pour un temps l'ambiance dans ce lieu. Par exemple, pour l'opéra de Gelsenkirchen, Klein se dit ceci: il ne devrait à présent n'y avoir plus d'intermédiaire, on devrait se trouver littéralement imprégné par cette atmosphère picturale spécialisée et stabilisé au préalable par le peintre dans l'espace donné. Alors, juste un dernier point, ce sera ma conclusion sur... je passe sur différents développements sur les anthropométries, etc. Sur ce que j'appelais la dimension cosmique et le rapport à l'espace, c'est-à-dire qu'au départ, cette réflexion envisagée comme une ambiance liée à un site, à un lieu, la galerie, la rue, etc., peu à peu, cette climatisation des espaces géographiques, je cite ici Klein, est une climatisation de grandes étendues. Page 301 dans ces écrits. Donc il y a une sorte de volonté cosmique. L'ambiance n'est plus une ambiance spécifique, il va s'agir de penser l'ambiance dans un contrôle thermique atmosphérique de l'air, ce que d'ailleurs Sloterdijk appelle les atmotechniques, les techniques d'atmosphère. Alors Sloterdijk emploie les atmotechniques au sens, je dirais, purement pratique, la climatisation par exemple. C'est une atmotechnique, c'est une création d'une atmosphère au sens littéral. Mais on pourrait dire que Klein est un atmotechnicien, c'est un technicien d'atmosphère. Donc la réflexion va se vouloir cosmique en tant qu'elle va tenir compte de l'économie globale entre la relation entre les vivants et l'air alentour. Dans ses écrits, notamment dans ses performances, la fameuse plongée dans le vide, le saut dans le vide de 1960, Klein est très soucieux de montrer que l'activité artistique prend sens dans l'horizon du monde et dans l'essai de fusionnement avec lui, remplir le tout. L'idéal de ce remplissement atmosphérique du tout, c'est la lévitation. La lévitation. Donc vous voyez, on n'a pas une immersion aquatique, là, on a plutôt une immersion aérienne. Et de même que dans l'immersion aquatique, c'est-à-dire de nager ou d'être comme un poisson dans l'eau, comme le dit le langage populaire, ici, il s'agirait ici de léviter dans l'air, comme un oiseau, si l'on veut. Léviter, c'est l'acte libre par excellence. Celui où on serait dans l'air, comme l'air. Alors bien évidemment, ça s'oppose à la pesanteur. La pesanteur serait en quelque sorte l'élément contre-ambientiel, l'élément qui nous ramène au terrestre, au tangible. À l'âge de la conquête spatiale, Klein propose une autre conquête de l'espace, non pas celle d'une appropriation militaire ou commerciale, mais celle d'une fusion, habiter l'espace, dit-il. Avec l'architecte allemand Runau, il envisage de créer, d'abord à l'opéra de Gelsenkirchen, ce qu'il appelle une architecture de l'air, air design, ou atmotechnique, sans parois solides, mais en mêlant des airs aux chaleurs différentes, en produisant ainsi des cloisons non tangibles ou des tonalités de l'air. Donc, il y aurait une couverture. Donc l'architecture atmosphérique ou l'architecture de l'air, ce serait en fait de créer des différentes tonalités, odeurs, chaleur de l'air, où il n'y aurait pas de murs, de parois, etc. Mais on aurait quand même l'impression que ce soit une architecture, c'est-à-dire une composition. C'est-à-dire ça donnerait quand même le sentiment d'être couvert, abrité dans cette architecture. Comme on le voit, Klein oscille entre une attitude d'abandon, c'est-à-dire l'abandon du moi à cette sensibilité ambientielle, se fondre dans le milieu. Vous retrouvez, je dirais, cette tendance fusionnelle dans les écrits de Klein, retour à l'Éden, fusion avec la vie, j'aime en moi tout ce qui ne m'appartient pas, dit-il, et une attitude plus volontariste, de création intentionnelle. Je désire aussi climatiser la nature tout entière, dit-il. Climatiser la nature tout entière, c'est-à-dire faire de l'air design cosmique. Vous avez encore des projets de ce type-là par rapport à l'atmosphère et même au-delà de l'atmosphère. Bon, Elon Musk, lui, veut envoyer plutôt des publicités géantes, mais
pour imaginer d'autres usages non commerciaux. Oui, alors, il me semble que l'ambiguïté fondamentale, on voit là, dans cette dialectique chez Klein, entre abandon et création. Il y a dans son architecture de l'ère, à la fois, je dirais, la dimension d'abandon et la dimension de plus volontariste de contrôle. On le voit collecter, désatmosphériser, reproduire des ambiances, mais le but, à chaque fois, c'est l'abandon final. En fait, il y a des techniques qui visent à dépasser le contrôle volontariste des lieux, des atmosphères. Ce qui est recherché quand même, c'est de ne plus s'appartenir. Ce qui est recherché, c'est l'idée d'imprégnation. Et au fond, cette dialectique-là, je crois que, ce sera ma conclusion, on la trouve à l'œuvre dans toutes les fabriques intentionnelles des ambiances, qu'elles soient politiques, économiques ou esthétiques, qui, d'un côté, louent l'expérience passive, fusionnelle, d'abandon des ambiances. Elles nous envahissent contre notre volonté, nous plongent dans des états affectifs involontaires, plaisants ou déplaisants, et de l'autre, ne cessent de vouloir, dans une perspective d'ingénierie, rappelons que Klein insiste beaucoup sur cet aspect aussi, j'en ai pas parlé, de l'ingénieur, du technicien scientifique, parce qu'il y a beaucoup d'écrits où ce rapport à l'air, etc., n'est pas simplement vu. Bon, j'ai insisté un peu sur le côté un peu chaman, mais il y a aussi un côté très scientiste chez lui. D'ailleurs, il a une formation scientifique, d'ingénierie, c'est-à-dire de contrôle, de production, même de vérification et de test. Il y a cette idée chez Klein qu'on peut presque quantifier les effets de cette sensibilité picturale, comme dans un dispositif de laboratoire, etc., de créer le climat, dit-il, de vertige poétique pictural dans toute l'atmosphère neuve de la construction. Et donc, il y a une ambiguïté entre, vous voulez, cet abandon et cette construction. Cette idée de se laisser envahir par, et cette idée de contrôle, de production, de vérification, de test, du vertige poétique pictural. Ce qui est visé, c'est le vertige, c'est l'ivresse, c'est l'abandon, mais en même temps, à partir de dispositifs techniques qui expriment, au contraire, le summum de la pensée, du calcul, du contrôle et de la maîtrise. Je vous remercie pour votre attention, et puis peut-être que lors de la discussion, on pourra aborder des sujets que j'ai simplement survolés durant ce parcours à travers l'œuvre de Klein. Merci.